Bonjour et bienvenue à la conférence Morningstar à Paris. Je suis en compagnie de Véronique Riche-Flores qui nous a fait un point macro. Alors Véronique, bonjour. Bonjour. Il y a vraiment une déconnexion, vous avez exposé la déconnexion qu'il y a entre les marchés financiers et la situation économique. Alors quelle est un peu l'ampleur des dégâts, si on peut dire, aujourd'hui ? Bien, l'ampleur est importante, je pense. Alors, pas forcément des dégâts, parce qu'effectivement, la valorisation des actifs a quand même des effets positifs sur le moral des agences économiques, sur les entreprises. Et donc, on a des petits retours de cette bonne santé des marchés financiers sur l'économie. Et assez content d'avoir des marchés qui ne fassent pas autre chose, et en particulier qui soient un peu plus optimistes que les économistes. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a particulièrement ces dernières semaines un excès d'optimisme des investisseurs, notamment sur les marchés d'actions et les classes d'actifs à risque en général, qu'on a beaucoup de mal à comprendre ou à justifier, dont on ne retrouve pas sur le plan économique d'éléments d'explication. Je pense par exemple à le regain d'optimisme sur l'Allemagne suite aux promesses ou aux attentes d'accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis, ou un soft Brexit. C'est vrai que l'Allemagne est au cœur du commerce mondial. Elle a donc été particulièrement impactée par ce qui s'est passé ces derniers trimestres. Néanmoins, aujourd'hui, même si on a un accord sino-américain, on sait très bien que les éléments de ralentissement des flux des échanges mondiaux ont été aggravés par les dissensions commerciales, mais trouvent leurs origines bien au-delà, dans les rouages de l'économie mondiale, dans le fait que le grand cycle d'investissement du monde émergent est derrière nous, dans le fait qu'on a des excès de capacité généralisés, et tout ceci ne va pas se résoudre avec un accord commercial, aussi bon soit-il, et personne ne pense que ce sera un accord majeur, c'est plutôt pour gagner du temps. Donc on a y compris ce sentiment, moi c'est quelque chose qu'on m'adresse souvent, oui, mais l'économie allemande est moins sensible à l'industrie qu'auparavant. Oui, c'est vrai que les indicateurs de services ont mieux résisté. D'habitude, ça va très vite. Sans doute que l'impact du vieillissement de la population génère de nouvelles activités de services, donc dont acte. Il est évident néanmoins que si l'industrie allemande ne parvient pas à retrouver la croissance, et on le voit déjà dans beaucoup d'indicateurs de services, la situation finira effectivement, même sur ce front-là, à se détériorer. Donc tout ceci semble largement sous-estimé par les marchés, laissé de côté. Alors, si les marchés avaient suivi les indicateurs économiques quand ils étaient très défavorables, par exemple, avec des baisses un peu marquées. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'à ce moment-là, on a acheté l'idée que les banques centrales, de toute façon, seraient là pour réduire les risques extrêmes. Donc, on n'a pas baissé quand les indicateurs étaient très mauvais. Et là, dès que les indicateurs sont un peu moins mauvais, on remonte très vite. Je pense que tout ceci est largement exagéré. Alors justement, vous évoquez l'impact des banques centrales, le fait que les marchés réagissent très fortement à l'espoir que les banques centrales sont toujours en soutien. Un des éléments de votre présentation, c'est de montrer que l'action des banques centrales a quand même beaucoup de limites et elle n'arrive pas à atteindre les agents économiques. À quoi c'est dû à votre avis ? Alors, c'est dû à beaucoup d'éléments. Je dirais le premier d'entre eux, c'est que la place pour une augmentation du taux d'endettement des agents ou du crédit, on ne parle pas de l'endettement des grandes entreprises, des grands groupes qui a été faramineux ces dernières années. On parle du commun des mortels, de l'américain moyen ou de l'européen moyen d'ailleurs, qui lui a beaucoup plus de mal à avoir accès au crédit, ou des entreprises de taille moyenne. Ça s'est un peu amélioré en Europe notamment depuis 2 ans, mais il reste toujours assez compliqué effectivement de lever du crédit. L'autre élément, c'est que les entreprises, en particulier les PME, vont solliciter des financements auprès des banques si elles ont de gros projets d'investissement. Or, aujourd'hui, même quand on a des réformes fiscales
d'ampleur de celle de Donald Trump, on voit que l'impact sur l'investissement est très réduit parce qu'on est dans un monde, parce qu'on est en transition à plein de niveaux. On peut parler de la transition environnementale qui, bien évidemment, a un impact considérable sur l'investissement, hein, parce que vous êtes une entreprise industrielle aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de quelle sera la réglementation qui va peser sur votre équipement demain si vous avez une activité polluante? Donc, il y a cet élément-là. Il y a la problématique climatique, parce qu'on ne sait pas de quoi seront faits les besoins de demain ou comment ils seront encadrés. Donc, tout ceci retient l'initiative d'investissement. Et puis, sans doute, des éléments structurels, le vieillissement de la population, la démondialisation ou l'absence, la disparition de ce levier, de cette dynamique internationale qui a été un formidable levier à la croissance mondiale. Tout ceci crée de l'incertitude et fait que les entreprises hésitent beaucoup à prendre le risque d'investir. Donc, si vous n'avez pas d'investissement, vous tournez un peu en rond. Finalement, on peut avoir des effets, et on en a de ces quantitative easing sur les valorisations d'actifs, mais si les valorisations d'actifs augmentent toutes seules, à un moment donné, eh bien, elles se normaliseront, et là, on souffrira beaucoup. Vous évoquiez aussi le policy mix et le fait que si l'action des banques centrales n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il faut peut-être que la politique fiscale prenne le relais. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, il y a beaucoup de demandes, notamment en Europe. Est-ce que vous pensez que on peut avoir un policy mix plus actif, plus efficace et notamment une plus grosse contribution du budget? Je pense que la démonstration a été faite effectivement que fonctionner sur des politiques unijambistes, hein, même pire en Europe, parce que ce n'était pas seulement une politique unijambiste basée sur la politique monétaire, c'est qu'on avait un contexte de politique budgétaire qui allait à l'encontre, hein, qui faisait l'exact inverse de ce que tentait de faire la politique monétaire. Donc on a vu que tout ceci a été un grand gâchis en réalité, n'a pas porté ses fruits, et que ça a poussé de fait l'unique acteur, la Banque centrale, à aller dans des retranchements qui font qu'aujourd'hui on a des taux négatifs et des situations qui finalement commencent à poser d'autres problèmes, à avoir des effets en retour assez négatifs. Donc je pense qu'il est indispensable d'équilibrer mieux ce policy mix, et quand on dit rééquilibrer le policy mix par agenda budgétaire, ça ne veut pas dire lâcher les vannes et faire n'importe quoi sur le plan des finances publiques. On sait que nos dettes sont très élevées, mais ça veut dire notamment essayer de jouer là où on a le plus de difficultés spontanées sur le plan économique, c'est-à-dire l'investissement. Et là où on sait l'action publique sert en général de locomotive et entraîne la dynamique, et pourrait donner également un peu plus de vision aux acteurs économiques. On reprend le thème environnemental. Ce qui manque aujourd'hui pour aller de l'avant, c'est que précisément, on ne sait pas comment l'Europe de demain encadrera cette transition environnementale. Je ne parle pas que de la transition énergétique. L'environnement dans sa grande globalité, on a bien compris que ce sujet-là dépasse largement la problématique énergétique. Mais même sur l'énergie, on ne sait toujours pas de quoi l'Europe énergétique de demain sera faite. Donc à partir de là, il faut bouger les choses, il faut prendre des décisions politiques, des axes politiques, et puis enclencher, me semble-t-il, par une politique d'investissement public. J'ai montré dans cette présentation tout à l'heure le niveau d'investissement public par tête en Europe qui est extrêmement bas, y compris par rapport aux États-Unis, où finalement on doit être un tiers plus bas si on enlève la défense des dépenses publiques américaines. Sinon on est quasiment à moitié par tête. Donc on a un gros retard là qu'il nous faut combler absolument, et je pense que en comblant ce retard, on pourra avoir un policy mix beaucoup plus efficient, beaucoup plus impactant sur l'économie réelle. Véronique, merci beaucoup. Merci Pierre. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven, merci de nous avoir regardés.